regardez la Web TV Étoile du Cœur, le direct jusqu'à 19 h avec le professeur Aziz El-Armani. Je comprends que ces propos, non pas vous choquent, mais ne sont pas forcément très accessibles. D'ailleurs, il y a un commentaire de Pierre que je vais lire. Oui, je parle du commentaire, je ne parle pas de Pierre. Pierre écrit « Bonjour, je pense que pour comprendre votre propos, il est nécessaire d'avoir vécu un éveil, entre guillemets, préliminaire, une ouverture mentale, ou plutôt non mentale, c'est-à-dire avoir acquis une maturité. » Oui, dans un sens, c'est pour ça que j'ai dit, je propose à mes amis qui sont un peu dans cette difficulté d'intégrer et des petites formations d'un week-end et à Paris ou en France ou même au Maroc, on fait des séminaires de 4-5 jours. Et là, ces séminaires sont axés sur le modèle matriciel à partir de l'embryon, mais pas d'une façon scientifique, d'une façon simple, tout le monde comprend. Après, on glisse la pratique sur un fondement théorique. Là, on donne une pratique simple aussi, parce que la pratique, c'est pas une discipline. On donne des outils soufis, on explique les mécanismes, on explique le pourquoi de ces outils védiques et soufis, et on active cette résonance qu'on appelle l'éveil. Mais attention, l'éveil, c'est pas aussi un terme figé. L'éveil, c'est un état discontinu. Tu en as bien parlé au début de l'émission. Ouais, l'éveil, c'est pas quelque chose de je vais atteindre l'éveil et ça reste tout le temps. Quand quelqu'un te dit je suis dans l'éveil, fuis. Eh ben tu vas fuir parce que qu'est-ce que c'est que l'éveil? Ça prouve qu'il est endormi. L'éveil est discontinu. Je fais ce voyage dans l'infiniment bref, j'intègre quelque chose et je viens dans le phénoménal, vivre le phénoménal, aider, apporter, encourager, avec un mot de tu peux soulager des souffrances. C'est ça, l'éveil, c'est la discontinuité intégrée à travers ce voyage. Et ce voyage, on le décrit dans les formations, on donne comment faire ce voyage. Des techniques pratiques, comment activer ce voyage. Il y a des gens maintenant, dans l'approche matricielle, qui arrivent à toucher, à maîtriser ce potentiel de voyage dans l'infiniment bref, qu'on appelle l'éveil. Mais attention, un éveil figé, statique, ça n'existe pas, ou bien c'est une résonance du mental. Le vrai éveil, c'est une résonance discontinue qui prend forme et qui disparaît, qui prend forme et qui disparaît. Pourquoi elle va disparaître? Pour te permettre de vivre dans la dualité, c'est ce que tu as cherché. Ton corps est dualiste. Si tu es totalement dans l'éveil, tu vas disparaître, tu deviens invisible. Comme disait Habib, tu deviens invisible. C'est ça l'éveil. Pierre écrit, oui, le partage. Une voie authentique de l'enseignement. Qu'en pensez-vous? Eh oui, c'est ça, le partage est fondamental parce que ça va transcender cette idée de maître et de disciple, qui est une notion un peu archaïque. Quand il y a un maître et un disciple, il y a une distance, une séparabilité. Donc il y a quelqu'un qui connaît, l'autre qui ne connaît pas. Alors quand il y a le partage, on est dans le partage. On est dans la résonance du partage. Dans le partage, il y a la fluidité qui circule. Dans la notion du maître et du disciple, il y a la rigidité qui s'installe à travers le temps. Et toute discipline, parce que souvent dans ce mécanisme maître-disciple, il y a une discipline, il y a de l'effort. Et dans toute discipline, effort, il y a une résistance, une rigidité. Et le cerveau, si tu vois le cerveau, ce qu'on appelle la plasticité nerveuse, la souplesse du cerveau. Tu vois un enfant, son cerveau est tellement fluide, il peut intégrer des choses. Et quand le cerveau devient rigide, il se rigidifie dans les résonances les plus grossières. La pensée devient rigide. Tu prends par exemple un fanatique,
avec une pensée rigide qu'on appelle la pensée limbique rigide. Qu'est-ce qu'elle est, la pensée limbique? Eh bien, elle est complètement linéaire et cette pensée ne peut pas être nuancée. Elle est dans sa certitude. Il n'y a que ça, il ne doit y avoir que ça. Pensée rigide, fixée, fixante, ne peut pas être dans la tolérance, ne peut pas être dans l'acceptation. Donc nos cerveaux, maintenant, sont rigides. Sur le plan physiologique, si tu prends le cerveau, on a 10 milliards de neurones qui rentrent en résonance avec le champ électromagnétique. Et qui se renouvellent? Ils peuvent se renouveler, tout dépend. Il n'y a pas de généralisation. Par ce qu'on appelle la pression physiologique, ils peuvent. Et si tu autorises à travers ta conscience ce potentiel, mais si tu l'inhibes par un dogme, ça s'énigme. Les dogmes inhibiteurs. Je dis, oui, tu es certain que ça ne va pas se multiplier, ça ne va pas se multiplier. C'est une autre histoire. Si tu prends un neurone, ou une cellule neuronale, tu la stimules avec un champ électromagnétique, elle s'active. Elle est sensible au champ. Donc, quand je pense, je suis dans le champ électromagnétique. Parce que mes neurones sont sensibles au champ. Mais j'ai des cellules qui ne sont pas sensibles au champ. Ça vient d'être démontré il y a quelques mois que nous avons une population des astrocytes, des cellules pyramidales, astrocytaires. 90 milliards on a dans la tête. Des cellules qui ressemblent aux étoiles. Tu as des étoiles dans la tête, Habib. Et ces cellules ne sont pas sensibles au champ électromagnétique. Tu les stimules, elles ne répondent pas. C'est pas leur truc, le champ électromagnétique. Elles sont vivantes. Et bien sûr. Mais ils se connectent avec un autre champ. Le fameux champ 99. Les neurones se connectent avec le champ 0,1%. C'est-à-dire que quand je pense, je suis dans l'existence du champ. Je peux dire quand je pense, j'existe. Et quand je laisse le vortex de la lumière réelle pénétrer, la fluidité du cerveau se manifeste, les astrocytes s'activent, je me connecte, hypothèse matricielle, aux énergies noires et au rayonnement noir qui sont de plus de 99% dans la globalité de l'univers. Voyez là, physiologiquement parlant, j'ai des neurones qui sont sensibles au champ. Qu'est-ce que c'est que ce champ? C'est le voile de notre univers. La religion parle de Lucifer, on est chez lui. On est dans la matrice du champ électromagnétique. On ne va pas commencer à le traiter de tous les noms, on est chez lui. Et puis on doit le respecter, c'est un minimum. Mais il y a l'autre champ, et qui est le plus important. Et mon cerveau est équipé pour entrer en résonance avec ce champ. Et là, c'est une réalité biologique, physiologique. On a à peu près 90 milliards d'astrocytes qui rentrent avec le champ réel de l'univers. C'est-à-dire que mon cerveau, pendant des années, était éduqué à être sensible qu'à travers le champ du voile et ne pas être sensible au champ réel. C'est toute la problématique. Sur le plan physiologique, tu es équipé pour être en résonance avec la sphère invisible. Comme dit le grand sage, le monde invisible est plus important que le monde visible. Et tu as 90 milliards de cellules dans ton cerveau pour entrer en résonance avec le monde invisible. Et bien sûr, quand tu es focalisé que dans la sphère epsilon, la sphère visible, tu peux nier ce qui existe dans l'univers réel. Et c'est ça le paradoxe de l'homme. Mais nous n'en sommes qu'au balbutiement encore de la découverte du cerveau. La physique quantique va permettre d'avancer un peu plus rapidement et puis en même temps, comment faire la connexion. Il y a deux façons de voir les choses. Le cerveau, hémisphère gauche, hémisphère droit. Tu as parlé du cerveau limbique, il y a le reptilien, etc. Il y a trois cerveaux. Il y a trois cerveaux, nous sommes d'accord. Il y a la base, c'est le cerveau reptilien qui est un petit peu dans sa fonctionnalité primordiale, c'est le cerveau de la survie. Et ce cerveau gère pratiquement tout le corps. 90% des fonctions sont reptiliennes. Mais il y a ce qu'on appelle quelque chose de fondamental dans le cerveau reptilien. Il y a ce qu'on appelle les réactions de survie, les instincts de survie, découverts par Henri Laborit.
Et ces instincts de survie sont fondamentaux parce que ils sont phylogénétiquement structurés et ce qui a permis à l'homme d'évoluer. Mais le problème de ces instincts qui sont formés de trois structures, l'instinct de survie, la fuite, la lutte et l'inhibition d'action. Tu prends les animaux, parce que là, c'est des mémoires archétypales en nous, au niveau phylogénétique. Un animal peut être dans la lutte. Il est forcé, un prédateur, il est dans la lutte, forcé d'être. Et c'est son reptilien qui active cela. Ou bien dans la fuite, ou bien il va faire le mort, inhibition d'action. Chez nous maintenant, dans notre reptilien actuel, il n'y a pas tout ça. Mais il y a des mémoires archétypales chroniques. Il y a des gens qui sont dans un état de lutte chronique, reptilienne. Ils ne le savent même pas. Tu lui parles, il se met en colère. Il se réveille le matin, il est en colère. Oui, mais c'est sa façon de vivre aussi. Eh ben c'est j'allais dire de survivre. Oui, mais parce qu'il est dans un état de lutte chronique. Qui, après, il va se somatiser, il va donner des ulcères, il va donner des choses. Les luttes chroniques, souvent maintenant, c'est un mélange entre la lutte chronique, la fuite chronique et l'inhibition chronique. Tu trouves un homme, c'est ce que j'appelle le noyau endogène pervers reptilien. On a tous ce noyau. Et chaque fois, on va choisir une réaction adaptée. Mais pourquoi on vit qu'à travers le reptilien? C'est ce qu'on va voir après. Dans l'approche matricielle, on propose des ouvertures pour que ce reptilien soit nourri par autre chose que les résonances grossières reptiliennes. Il y a le deuxième cerveau qui est le limbique. C'est le cerveau des automatismes, le cerveau de l'apprentissage, le cerveau des émotions. Et c'est l'ami intime de reptilien. Ils vont ensemble. Quand le reptilien active une résonance, il fait appel au limbique, il cristallise une émotion. Quand vraiment l'impulsion reptilienne n'est pas accomplie, il va stimuler le limbique et il va activer une émotion intense et pour qu'il soit finalement apaisé. Donc le reptilien et le limbique sont dans cet état de fluidité tous les deux. Ils sont un petit peu dans un fonctionnement dualiste. Et il y a le troisième cerveau. Dualiste, mais pas forcément antagoniste. Eh oui, c'est le temps qui gère la dualité. L'antagonisme, il est instantané. Ça peut générer un antagonisme quand le conflit est intense. Et le reptilien, il est à la base de toutes les fonctions physiologiques. Le limbique, il est aussi dans le phénomène de la répétitivité. Quand tu répètes une histoire, quand tu vis quelque chose de très profond, de très subtil, tu veux la répéter, il y a une mémoire limbique qui te stimule. Tu dis, waouh, c'était tellement beau, c'était intense, je dois la répéter, je dois la... Et c'est ton cerveau limbique. Ça veut dire que tu rentres dans une pensée limbique. Et souvent, la pensée limbique est rigide, elle est structurée, elle est hermétique. Donc tout ça, qu'est-ce qu'elle met? Toutes ces structures, qu'est-ce qu'elles mettent dans le cerveau? Une fonction de rigidité. Le cerveau devient rigide. Le néocortex, le troisième cerveau. Le troisième cerveau, c'est le siège de la réflexion. La pensée, l'analyse, l'interprétation. C'est le cerveau neuronal néocortical. Il y a une précision à apporter. L'approche matricielle sépare le néocortex de deux cerveaux. Le cerveau neuronal, spécialiste dans l'analyse, la réflexion, et le cerveau néocortical astrocytaire. Lui, il est spécialiste dans la transanalyse, la synthèse et l'aspect holistique, le global. C'est-à-dire que dans le néocortex, il y a deux potentialités. Une potentialité analysante via les neurones, une potentialité structurante, harmonieuse, holistique via les astrocytes. On se retrouve avec cette
cette nature néocorticale importante qu'on appelle la réflexion. Si le cerveau limbique domine, la réflexion va s'éclipser aux dépens des réflexes. Tu deviens un homme, un être humain, un ensemble de réflexes. Tu n'as même pas l'occasion d'être dans la réflexion. Tu te réveilles le jour, tu fais des choses d'une façon mécanique sous forme de réflexe. Contrôlé ou incontrôlé? Parfois incontrôlable, parfois prisonnier des superstitions. Ouais. Parce que tu as fait ça hier, ça s'est bien passé, tu aurais fait la même chose. Et tu as peur même de suivre autre chose. La peur limbique te domine et tu deviens un paranoïa parce que tu es dominé par... Tu vis dans la paranoïa parce que tu es dominé par la structure limbique. Tout ça va te faire rentrer dans un piège fondamental et il va te rendre comme un robot dépourvu de ta réflexion fondamentale, c'est-à-dire réflexion au niveau neuronal et une réflexivité au niveau astrocytaire qu'on appelle la synthèse, l'approche globale, holistique, l'approche systémique, qui se fait pas par la structure neuronale, qui se fait par la structure astrocytaire. Donc l'éveil, c'est pas un éveil métaphysique, c'est un éveil physiologique de ces structures appelées astrocytaires. Vous voyez, j'ai fait tout ce cheminement pour vous décrire un peu l'éveil physiologique, c'est l'activation des astrocytes qui sont en résonance avec l'énergie noire, le rayonnement noir. Il y a un message d'un certain Hafid El Amrani. Amrani. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Papa, tu es le meilleur. Magnifique. Ouais. C'est un grand joueur de foot. Hein. Et puis j'ai une certaine Elisabeth Tawil Ouais. qui vient aussi de se connecter, Ouais. et qui m'a demandé en ami sur la page Facebook. Ouais. Voilà, une nouvelle amie, Très bien. qui est ta fille Amélia. C'est sa sœur. C'est ta sœur. Ouais. D'accord, bah oui, ne sachant pas. Donc Hafid, profites-en si tu as une question à poser à ton père, bah, c'est le moment. Hein, ça ne t'arrivera plus. Enfin, peut-être pas tout de suite. Profites-en. Oui, l'approche matricielle. J'ai plusieurs messages privés qui me disent, Jean-Claude, on boit ces paroles, on ne comprend pas tout, mais qu'entend-il par approche matricielle? Oui. Que la matrice, tu sais, c'est un mot qui a été on aussi peut galvaudé, définir mais... ces concepts d'une façon simple. L'approche, c'est une approche, c'est-à-dire un ensemble, un modèle qui va se mettre dans une description particulière par rapport à un référentiel particulier. Matriciel, pourquoi on a choisi le concept matrice? Pour deux choses. D'abord, la matrice au féminin. On cède un petit peu la domination. La matière, la mère. La mère, la matrice, la terre-mère, la mère divine. En plus, La prima matera. la primatera. En plus, la matrice, c'est l'utérus. C'est le lieu où tu as vécu un phénomène capital qu'on appelle la fécondation. C'est quoi la fécondation? C'est le premier élément qui symbolise la reliance entre deux cellules qui ont voyagé dans des choses invraisemblables, surtout l'ovule. Il a fait beaucoup de choses, mais surtout le spermatozoïde. Il a traversé des rivières, des montagnes, des falaises, pour arriver au rendez-vous. Et il n'y en a eu qu'un. Il n'y a eu qu'un parce qu'il ne peut pas y avoir plus. Parce que les autres, ils savent très bien qu'il va y avoir qu'un qui va rentrer. Les autres préparent la voie. Ils préparent la voie, c'est la fête, c'est le mariage cosmique. C'est forcément le meilleur, le plus fort, le plus Non, beau, le plus... non. Ça peut être... Je pense petit celui qui a spermatozoïde été rien du choisi, qui est Il a été porteur choisi, plus de lumière réelle. D'accord. C'est une hypothèse. Mais les autres ne vont pas mourir, comme on dit dans la... Ils meurent certes par un processus, ils vont être recyclés. Mais les autres, ils savent très bien que c'est X qui est destiné à rentrer. Ils vont lui préparer la voie. Il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de lutte. Il y a deux façons de voir le monde. La symphonie réelle, harmonisante et harmonisée, et il y a la lutte
Quand tu vois en microscope, les cellules sont en train de lutter, mais en même temps, tu peux voir autre chose. Tu peux voir que cette cellule qui est en train de migrer pour rencontrer l'ovule, les autres lui préparent le terrain. Ils vont aller phagocyter tel obstacle. Ça, ce qu'on appelle le mariage cosmique. Ils sont en train de préparer le passage. C'est un peu poétique. Mais quand tu vois la vie d'une façon poétique, elle devient poétique. Tu deviens ce que tu penses. Et quand tu vois la vie d'une façon rigide, la lutte, tu deviens ce que tu penses. Ce qui veut dire que ces spermatozoïdes ne sont même pas jaloux. Il n'y a pas ce phénomène, c'est le mental qui le crée. Il y a une symbiose. C'est le mental qui crée la jalousie, la fragmentation, le rejet. C'est le mental qui rejette en termes d'hallucinogènes, tous ces trucs. C'est le mental qui crée tout ça. Mais quand tu es dans l'impulsion de ton être, et tu es structuré comme un langage, c'est ça ce qui est beau. Et ça a été démontré par un mathématicien, un biolinguistique, que le corps est structuré comme un langage. Quand Lacan disait que l'inconscient est structuré comme un langage, c'était un psychanalyste, on disait oui, c'est un analyste. Mais là, c'est un mathématicien qui s'est intéressé à l'embryogénèse et qui a dit que le corps est structuré comme un langage. Et quand tu parles, tu te restructures comme un langage. Eh bien, quand tu vois dans le phénomène un état de lutte, tu deviens ce que tu penses. Tout est en résonance avec ton regard. C'est ça ce que dit la Kabbale aussi, Habibi. C'est une problématique de regard. Le soufi le dit aussi. Simplement une différence entre le kabbaliste et le soufi. Le kabbaliste dit « j'ose poser mon regard ». C'est sans référentiel, il est libre. Le soufi dit « oh, tu es tellement subtil, je pose mon regard, je le décline par rapport à l'être, la dialectique de l'être. Mais tout le reste va être une conséquence de ce regard. Si tu portes par rapport à un événement un regard d'agressivité, tu vis l'agressivité. Tu vois, il y a des gens, comme on dit souvent, il y a deux façons de voir le verre, la partie pleine et la partie vide. Mais il y a plusieurs façons d'interpréter un événement. Et quand tu l'interprètes d'une façon X, tu vas le vivre de cette façon. Quand tu interprètes un événement comme un conflit, une lutte, une résonance d'agressivité, tu deviens ce que tu vois. Tu deviens ce que tu penses, tu deviens ce que tu conscientises. Ok, Habib? Pierre te pose la question, connaissez-vous les méthodes comme l'intégration motrice primordiale qui permettent de corticaliser les réflexes non intégrés, c'est-à-dire de les transformer en mouvements volontaires et conscients? Par exemple, le réflexe d'agrippement de la main qui devrait, par un processus intrinsèque, se transformer en mouvement de pince entre le pouce et les autres doigts, mais qui, à cause de différents éléments perturbateurs, physiques ou émotionnels, reste sous la forme réflexe. C'est intéressant, c'est des techniques intéressantes, et on a tellement l'homme dans sa nature intelligente à créer de belles choses, mais ça reste parfois à travers la volonté, à travers l'effort. C'est la différence que propose l'approche matricielle. Et c'est pour ça que quand tu as une technique pour réveiller, par exemple, la mécanicité, pour transcender la mécanicité limbique de certains réflexes et pour réveiller ta nature réflexive et ta nature pensante, analysante et transanalysante, moi, dans mon approche matricielle, je propose autre chose que la voie analytique, intellectuelle, mentalisée, qui sont structurées dans la volonté et l'effort. Je propose les voies soufis qui réveillent l'état de transcendance, qui ouvre la porte à la résonance de la lumière réelle. C'est une possibilité. Bien sûr, notre ami, quand il décrit tous ces mécanismes, c'est une voie intéressante. Pour moi, c'est une voie intéressante, mais j'ai choisi la voie non analytique. Au-delà de l'effort, activé dans la loi cosmique du juste milieu et du non-effort via les résonances qu'on appelle les sons primordiaux et les sutras
et les techniques soufis. Qu'appelles-tu la loi de non-effort? La loi du non-effort, c'est-à-dire une loi qui n'est pas structurée dans le reptilien et le limbique, c'est une loi qui est structurée dans la sphère astrocytaire, au niveau cérébral. Quand tu actives tes cellules, il y a comme un élan en toi. Tu peux donner un exemple? Un exemple, voilà. Dans la tradition, oui, dans la tradition, on dit que la source, le divin, quand il veut quelque chose, quand il veut que quelque chose se manifeste, il dit à cette chose kun, un son primordial du kun. Elle prend forme. Et le soufi dit c'est même plus vite que le kun parce que c'est entre le kaf et le nun, il y a une distance, une temporalité, et là sa décision elle est au-delà du kaf et du nun. Ça veut dire que dans la réalité de l'être, il n'y a pas d'effort de temporalité, il y a quelque chose à intégrer de l'ordre de la transcendance qu'on essaie de faire passer dans le mécanisme de l'approche matricielle. C'est pas de l'ordre du mental. Les techniques mentalisées sont intéressantes, mais ils sont souvent activés dans l'effort, et l'effort est synonyme d'énergie, et l'énergie, elle est bipolaire. Il y a une énergie positive, l'énergie négative. Donc, pour moi, c'est un concept de l'ancienne voie. Tout ce qui est énergétique. Parce que, dans la vision matricielle, ce qui est énergétique est bipolaire. Et ce qui est dans l'univers réel informationnel, c'est pas de l'énergie. C'est-à-dire l'univers matriciel du voile, c'est un univers énergie. C'est pour ça que notre univers est basé sur l'énergie. Si tu as de l'énergie, même ton corps, on dit il faut que tu aies de l'énergie. On a créé même la médecine énergétique, mais en réalité, ce qu'on doit appeler ça la médecine informationnelle. Informatique, d'accord. Et l'univers réel n'a pas besoin d'énergie. Il vit même pas en fonction d'énergie. Et il vit comment? L'information. La résonance. La résonance, d'accord. Et qu'est-ce que c'est que l'information dans l'univers réel? C'est l'amour. Est-ce que l'amour a besoin d'énergie? C'est l'amour. La reliance, par excellence. Sur le site l'approche matricielle, tu as à ta disposition un outil matriciel fondamental, la rotation matricielle avec les sons primordiaux. Ouais. Tu en as parlé il y a quelques instants. Ouais. Cette rotation, tu vas développer, s'il te plaît, l'essence de la vie, l'impulsion primordiale de l'être qui veut se manifester. Elle ramène notre être sur l'axe spatio-temporel actuel. Là, ça on rentre dans les détails, Habibi. Et là, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ces détails imposent plus de temps. Et quand je donne quelques petits aperçus sans rentrer dans les détails par rapport aux sons primordiaux, on perd la finesse et la richesse de ça. Et hier, c'était une journée, on a fait une journée avec Viviane, qui est une grande artiste, et on a fait une journée, on était plus de 100 personnes. Au Forum 104? Oui. Bravo! Ah oui, bravo! Mais on était pratiquement 120 ou 130, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de belles âmes. Et on m'a demandé, Aziz, s'il te plaît, il y a des gens qui viennent pour la première fois, un peu de l'approche matricielle. J'ai dit non, je dois rester un peu vague. Je rentre pas dans les détails pour ne pas vous donner une impulsion de légèreté. Et là, c'est pas parce que je veux que vous veniez à la formation. Parce que là, je respecte ce que je dis. Et quand tu respectes, tu donnes du temps à ce que tu dis pour le mettre dans une résonance temporelle. Tu vas pas le condenser. Quand je le condense, je peux le condenser, personne ne va rien comprendre. Et là, je fais l'inverse de ce que j'essaye de faire maintenant, c'est proposer, par exemple, une journée. Et je suis en train de voir, mais les gens qui peuvent venir une journée gratuite, Amélia, on peut faire une journée gratuite pour faire venir les gens qui veulent approfondir ça, parce que c'est pas, pour nous, c'est pas question de dialectique d'argent, c'est surtout du temps pour faire passer l'information.
Il me faut plus de temps pour parler de la rotation. D'accord, mais Alors, on aime vous mot. essayez. Hein. On aime mot. C'est quelque chose que nous pourrions aborder dans Bien une sûr, prochaine émission, tout à fait. en novembre ou décembre Tout à 2014, fait, avec par plaisir, exemple. avec plaisir. C'est-à-dire qu'on voit dans l'univers, tout est rotationnel. Tout est rotationnel. Tu prends une particule. Particule, elle est dans sa nature rotationnelle. Qu'est-ce que la rotation génère? Alors, il y a deux lectures avec un double regard. La rotation, quand tu vois une particule tourner, tu poses ton regard de physicien et tu dis c'est une rotation lévogire ou dextrogire, à gauche à droite ou de gauche à droite. Bon. Mais un soufi pose sur son regard. Il dit oh Habibi, c'est une forme de louange. Tasbih. Donc selon son regard, personne n'est dans la réalité absolue, simplement un regard. Comment toi, avec ta conscience, tu peux rentrer en résonance avec ce qui existe dans l'univers puisque tout est rotationnel? Comment ta conscience peut épouser une petite résonance de cette particularité cosmique qu'on appelle la rotation? Comment elle peut le faire pour rentrer en résonance avec l'univers, que ce soit dans le microcosme ou le macrocosme? Eh bien, les soufis proposent des sons primordiaux, c'est-à-dire les soufis ou surtout les Védas aussi, la science védique, proposent des sons particuliers. Pourquoi primordiaux? Parce qu'ils ont une potentialité quantique et ils ont un élargissement fonctionnel. Ils peuvent toucher le microcosme et faire réveiller le macrocosme par une symbolique vibratoire. Un son primordial est une impulsion quantique qui touche la pluralité manifestée, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Vous voyez, c'est très large. Ça ne veut pas dire que le son primordial, quand tu le répètes, il va faire ça. Ça veut dire qu'il va rentrer à travers la symbolique de ton être à réagir de cette façon. Et là, c'est tout un domaine. Comment tu peux, quel est le rapport entre la symbolique, le son, et le manifesté et le non manifesté? Donc c'est tout, ça fait toute une lecture. On peut symboliser ça par une donnée fondamentale. Toute chose émane de la source. N'est-ce pas, mon ami? Toute chose émane de la source. Elle vient de la source. Qu'est-ce que c'est que la source? C'est ce que j'allais te demander. C'est le champ de tous les possibles, dit le physicien. Nous, on appelle ça la source. J'aime pas appeler ça Dieu parce que Dieu, on rentre dans la religion. La source, Habib. En plus, la source, l'approche matricielle. Cette source sort pour se manifester. Elle va épouser une loi, des lois cosmiques de la manifestation. La première loi qu'elle structure dans le manifesté, c'est l'impulsion vibrationnelle. Elle sort avec une vibration que j'appelle ça le vibrationnel. C'est encore plus subtil que le vibratoire. C'est un état d'une subtilité extrême. On peut dire que les êtres de lumière sont des êtres vibrationnels. T'entends-tu par être de lumière? Excuse-moi, mais... C'est des êtres vibrationnels qui émanent les premiers de la source. Bon, on va créer le temps et la dualité, peu importe. Comme ça, on comprend. L'impulsion de la source. Mécanisme créationnel qui peut symboliser la création est une involution. Quand la source se met en activité créationnelle, elle rentre en involution. C'est ça le sacrifice cosmique. La première phase de la rotation est une forme d'involution. Cette source illimitée, omniprésente, éternelle, elle va commencer à rentrer dans les phases de la création. Elle commence à perdre de sa nature illimitée. Et elle se met dans des formes. Les premières structures sont encore informelles, qu'on appelle les êtres de lumière. Après, elle va se condenser. On peut dire que la première tranche de la rotation, la tranche descendante,
est une condensation vibrationnelle. Tout se condense pour se mettre dans la forme. La source, le vibrationnel, ça se condense. Le vibratoire, ça se condense. L'énergétique, ça se condense. La matière. Cette phase descendante est une phase de condensation et une phase d'involution. Imaginez l'illimité de la source commence à se condenser, jusqu'à être dans la forme matière. Mais il y a quelque chose de très important ici, mon ami. L'illimité de la source doit être préservée. Cette illimité va être symbolisée dans la forme par l'illimité des formes. Oh Aziz, tu deviens trop théorique. Je m'explique. Si tu prends cette illimité, on définit la source comme l'être illimité, immuable, éternel. Si il commence à se mettre dans la forme, pour compenser la réduction de l'information, il va se mettre dans des formes illimitées. Et c'est pour ça que la manifestation, quand on voit un peu ce qui se passe dans l'univers, des formes multiples, illimitées. C'est parce que la source est illimitée dans sa nature primordiale, non formelle. C'est la phase descendante. On peut dire la source, le vibrationnel, le vibratoire, l'énergétique et la matière, la masse. Et cette phase est cristallisée par la condensation. C'est la phase descendante, mais il y a une phase ascendante. Pour faire la rotation, il y a deux phases. La phase qui descend et la phase qui monte et ça tourne. Et c'est une rotation. C'est-à-dire que la phase descendante, tout processus épouse cette forme. Si tu prends une particule, elle sort du champ de tous les possibles, dit le physicien, le champ d'énergie d'information. Et elle va se mettre en résonance créationnelle de condensation. Au départ, elle est ondulatoire. Après quand l'onde se perd dans l'effondrement de l'onde, elle devient particule. Et en réalité, la masse, c'est l'effet particule qui a été condensé aux dépens de l'effet ondulatoire qui a été potentialisé. Il n'a pas été perdu, l'onde est toujours présente, simplement potentialisée. On peut dire que la particule actualise la forme et potentialise l'onde associée. Les travaux de Lupasco, Habibi, Stéphane Lupasco qui a beaucoup parlé de ça, c'est un grand physicien et philosophe aussi. Donc, quand tu parles de la matière, c'est une condensation dans la phase descendante. Mais cette matière ne reste pas que matière, elle va prendre une forme évolutive et la matière va se mettre en résonance d'alchimisation et prendre sa forme la plus subtile. Matière, énergie, énergie, vibratoire, vibratoire, le vibrationnel, et le vibrationnel va rentrer dans le champ de la source. Et attention, ce qui rentre maintenant est différent de ce qui est sorti, parce que ce voyage va avoir quelque chose de nouveau, c'est l'intégration d'une information nouvelle. Et quelle intégration? Quelle information? Tout dépend de ce que la particule cherche dans son voyage. N'importe quelle information va enrichir le potentiel de l'être pour que, quand il se manifeste d'une façon encore plus enrichissante. Peu importe la nature de l'information, elle est en permanence enrichissante. Capito? Oui, je suis quand même, je t'écoute. Ouais, je suis, si je ne suivais pas, je t'interromprai pour te le demander. Ouais. Mais oui, je lis mes notes en même temps parce que ça me semble tellement important que de lire quelque part ce que tu as écrit. Cette démarche, vécue dans le corps, cellulairement, révolutionne entre autres les notions de maladie, de santé et de guérison. Qui a dit ça? L'approche matricielle. Oui, bien sûr. Ça va, je suis dans le continuum. Magnifique, magnifique. C'est-à-dire quand tu conscientises que ton corps est une rotation,
il sort à chaque instant. Tu me vois, Habibi, regarde-moi. Voilà, c'est très bien, tu me regardes. Quand tu vois mon corps comme ça, et tu conscientises, je conscientise que ce corps est un voyageur. Il sort de la source, il se condense, vibrationnel, il est le vibrationnel. Il devient énergie, il devient masse par condensation. Et cette masse s'alchimise via la résonance du voyage dans l'infiniment bref. Et il va prendre sa nature évolutive, énergétique. C'est pas une vision d'esprit, parce que moi, à chaque instant, je disparais, j'apparais. Tu me vois en permanence assis comme ça, c'est en mental. Mais en réalité, j'apparais et je disparais. Et mes yeux? Eh bien aussi. Mes yeux qui te voient dans un... C'est le mental qui crée la fixité, comme dans un film. D'accord. Un film, c'est des images discontinues. Mais en plus, moi, j'ai la chance de te voir en 3 exemplaires. Oh, mais c'est très bien. Ça confirme la trilogie. Ça veut dire que cette rotation, quand tu la conscientises, tu nuances ta pathologie. Et chaque fois quand tu fonctionnes d'une façon rotationnelle, chaque fois avec des sons, on donne des outils pour activer ça, on donne la rotation, on donne des outils pour activer la rotation. Chaque fois qu'il y a des outils qui vont mettre à cette rotation, permettre à la rotation d'être dans ta conscience. Être? Ah oui, parce que c'est ça le but. Le but, c'est de réveiller l'alchimie. C'est ça, c'est une forme alchimique. Habibi travaille avec l'alchimie matière. Je travaille avec la conscience. Descartes disait je pense donc je suis. Eh bien, nous, on dit je pense donc j'existe. Parce que penser, c'est activer les neurones. Mais on dit je ne pense pas, donc je permets aux astrocytes de s'activer, je ne pense pas, donc je suis. Vous voyez la différence, c'est énorme. Donc, quand tu penses, tu es dans le voile. J'attendais cette répartie, Aziz. Oui, quand je sens ça. Quand tu penses, tu es dans le voile. Parce que quand tu penses, tu es dans la stimulation électromagnétique. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses, tu crées une résonance électromagnétique. Qu'est-ce qu'il dit le voile? Oh, bienvenue, Habib. Tu es le bienvenu. Il te reçoit dans son champ. Il dit, viens, tu es venu, mais attention, tu n'es pas dans l'être, dans le je suis, tu es dans l'existence. Mais quelle existence? Hologrammique, illusoire, projectionnelle. Marhaba, bienvenue. Je te donne tout ce que tu veux. Mais cette existence hologrammique, qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle la forme. Condenser dans la forme. Réduire l'information de l'être. Et c'est pour ça, on dit dans le soufisme, celui qui pense et qui n'arrête pas de penser et qui devient un penseur chronique ne peut jamais toucher le vortex de la lumière réelle. Penser, c'est activer un potentiel du voile à chaque instant. C'est-à-dire apprendre à s'apaiser de temps en temps, mon ami. Ici, en Occident, vous avez une manie d'analyser tout ce qui bouge et d'intellectualiser tout ce qui bouge. Vous n'avez pas. En Orient, on a ça, nous. Apaisement de la structure mentalisée. Apaiser de temps en temps. Tu sens que tu es dans cet infiniment bref, un petit instant, où quelque chose se passe en toi, qui n'est pas de l'ordre de la pensée. C'est tout l'enseignement de Krishnamurti. Et là, maintenant, on le voit avec des phases physiologiques. Alors, quelle est l'importance, dans l'approche matricielle, quelle est l'importance de la méditation? Eh oui. Encore un mot galvaudé. Comment ne pas penser? Comment ne pas penser? Comment s'abstenir de penser, ne serait-ce que quelques secondes? Là, par J'ai toujours été fasciné par les gens qui me disent je médite, je ne pense à rien. Voilà. Comment font-ils pour ne penser à rien? Voilà. Est-ce possible? J'allais dire docteur. Tes questions sont magnifiques, sont importantes. Rien n'est important, mais tes questions Mais tout est important. D'abord, méditer, c'est pas ne pas penser.
Méditer, c'est inverser le processus de la pensée. Ouais, c'est très différent. Et méditer, c'est amplifier l'interface entre deux pensées. Méditer, c'est augmenter, dilater le silence entre deux pensées. Tu vas me dire comment, mais il y en a plusieurs techniques. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails de ces techniques. Et c'est pour ça qu'il y a deux façons. Il y a la façon védique qui propose la méditation, et il y a la façon soufie qui propose la répétition et le dhikr. Dans l'approche matricielle, on donne les deux. C'est-à-dire inverser le processus de la pensée, dilater l'interface entre deux pensées et créer une répétition adaptée pour augmenter l'interface entre deux pensées. C'est le dhikr. On appelle dans le soufisme ça le dhikr, le rappel. On l'utilise dans l'approche matricielle avec des matrices adaptées. Donc il y a deux possibilités. Quand tu veux que la méditation soit définie, on peut la définir comme une inversion du processus de la pensée. Quand je pense, je m'extériorise. Je sors dans le phénoménal. Quand je médite, je fais le mouvement inverse. Mais ça ne se fait pas automatique. Il faut que ma conscience soit aidée. Et c'est pour ça qu'on utilise des supports pour inverser le processus de la pensée. Donc on peut définir la méditation comme la possibilité d'inverser le processus de la pensée. Ou bien, une définition simple, quand tu penses, il y a toujours un petit moment d'arrêt entre deux pensées. Quand tu arrives à dilater ce petit moment, à l'augmenter, tu es en méditation. C'est-à-dire à chaque instant, tu peux être en méditation. Même en t'écoutant. Oui. Ce qui est mon cas. Exactement, Habibi. C'est magnifique. Quand tu es comme ça veut dire que tu arrives à dilater l'interface, à s'apaiser. Qu'est-ce qui se passe entre deux pensées? Alors, on le définit très bien dans l'approche matricielle. Il se passe un voyage qu'on appelle le voyage dans l'infiniment bref. Entre deux pensées, tu voyages pour rencontrer ton double de lumière ou ta source, sans rentrer encore dans les détails. Entre deux pensées, tu fais un voyage pour aller chercher la résonance subtile de la constance pour la faire venir au niveau des variables. Mais on le fait inconsciemment. La méditation, c'est faire ce voyage avec une sorte de prise de conscience et dilater les espaces. C'est-à-dire quand tu parles et tu es en méditation, qu'est-ce qui sort? Tu pars à partir d'un silence. Tu parles à partir d'un silence. C'est le témoin réel que tu es en méditation. Tu sens, on le sent, que quelqu'un parle à partir d'un silence. C'est comme une vague d'un océan silencieux qui va s'activer. Le silence, on ne peut pas le parler. Quand tu parles, tu n'es plus dans le silence. Tu es dans l'agitation, comme maintenant. Je suis dans l'agitation parce que je parle. Mais je peux parler sur un plan silencieux. Je parle sur un silence. Vous voyez la différence? Je suis en méditation. Si j'arrive pas à intégrer ça, je fais une petite pratique. Je répète des sons, des matrices. Donc toute l'approche matricielle propose des outils. Les outils, ça ne veut pas dire que ce sont seulement ces outils qui existent. Chaque voix peut proposer ses propres outils. Nous, on est dans une vision informationnelle, on propose des outils. On n'est pas dans une vision ni médicale, ni sectaire, ni gourou, ni maître. On est dans le partage et on propose une vision informationnelle. Point, c'est tout, Habib. Y a-t-il une complémentarité ou des différences entre la prière et la méditation? La prière a des résultats extraordinaires dont on ne parle pas assez à mon goût.
Eh oui, oui, moi j'ai une petite définition un peu particulière. Peut-être que l'information que j'ai par rapport à ça à donner, quand la prière est activée par le mental, dans l'agitation de la pensée, elle ne peut pas engendrer autre chose que son contenu, qui est de l'agitation. Pour être dans la prière, il faut d'abord être dans la méditation. Il faut être dans ce silence. La prière vient pendant la méditation ou après la méditation? Après, tu médites, tu crées le silence, tu réveilles le potentiel silence. La prière, c'est... Vous savez comment je la définis? C'est structurer le silence pour qu'il puisse être en résonance avec la source. Moi, je trouve une honte quand tu es agité, tu parles à la source de façon agitée. Tu reçois jamais. C'est pour ça que souvent dans les prières, on demande. On le reçoit parfois l'inverse de ce qu'on demande. Parce que l'agitation engendre de l'agitation. Pour être dans la prière, il faut d'abord réveiller le silence. Et la prière est une structuration du silence. Quand tu commences à réveiller le plein potentiel de silence dans ta conscience, et tu vas le structurer par des phrases, par des mouvements, par des sutras, eh bien ça, la source va automatiquement rentrer en résonance avec toi. Quelqu'un qui est agité, il va faire sa prière dans l'agitation. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Le miroir de son agitation. D'abord, apaiser le mental, réveiller le plein potentiel du silence et structurer le silence, ça veut dire la prière. Et tu vois, une prière mécanique est une prière limbique. Et une prière limbique est une prière en résonance reptilienne. Donc la prière, nous sommes dans la demande de... la méditation, nous sommes dans le silence. C'est-à-dire la méditation réveille le silence. Et si tu as une prière qui se greffe comme étant la structuration du silence, la prière devient réelle. Si la prière est en résonance avec l'aspect mécanique, la prière perd sa nature. C'est ce qu'on voit maintenant, Habibi, dans la religiosité. Les gens sont dans la mécanicité, je généralise. Mais il y a une réalité là-dedans. Et c'est pour ça qu'on vit une crise particulièrement intense au niveau de la religiosité. Et de la foi. Des crises de foi. Des crises de foi et des crises aussi intestinales. Oui, quand tu es dans la foi, tu ne peux pas être dans autre chose que la crise de foi.